Good morning. So I'm just going to introduce our two guests because we don't have lots of time. So I thought it'd be much better to leave more time to Sana Nahada. Please give him a big applause. And Abubakar Sanogo, please, you can go on stage. I hope and I believe you were all at the screening of O Regresso de Amilcar Cabral yesterday, so I don't need to speak that much about it. Let me remind you that this conversation is in French. It will be translated into English and Italian, so those who don't have the headset, please go get them. This space is, I want to say, a festival commitment to give each year a space to illuminate areas and histories of the African film heritage that has suffered a lack of space historically. I see lots of you thought it was in English. Yes, that's good. Abubakar Sanogo is our partner in the African Film Heritage Project, represents FEPASI, the International Federation of Pan-African Filmmakers. That's really the driving force behind the restoration project that we do with the Film Foundation and the World Cinema Project. We feel it's the bare minimum to give back the choice and the selection of the films of the continent to an African federation of filmmakers, but it's also scholars like Abubakar, who's a professor of film studies at Ottawa. It's also journalists, it's everybody who's active in Africa. I think I'm just going to give the floor to you so we don't waste any more time. Thank you very much. Thank you very much. Very good. Yes. Excellent. Thank you very much. Thank you so much, Cecilia. It starts an explosive manner, looks like. I guess it's supposed to be in French, so I'll do my best. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, avec nous, voilà, pour discuter du cinéma africain, d'une des plus belles pages de son histoire, mais aussi dont l'évolution nous pose des questions à nous-mêmes, filles et fils d'Afrique et de sa diaspora, mais peut-être aussi à la communauté de soldats et militants de la mémoire cinématographique ici assemblée, dans cette belle et hospitalière ville de Bologne, dont les bras chaleureux nous bercent pendant une semaine et nous renvoient chez nous, souvent convaincus que nous pouvons vraiment changer le monde, cinématographiquement bien sûr, mémoriellement et peut-être même concrètement aussi. Donc je voudrais remercier Cecilia, notre partenaire in crime, historique, de nous offrir cet espace pour en parler. J'en profite pour aussi remercier ses collaborateurs ici à la Cinétech avec qui nous travaillons depuis un moment, presque 10 ans. Notamment le directeur Gianluca, David Epodi, Elena Tamakaro et tous les autres qui nous soutiennent, en tout cas, pour renforcer une présence africaine mémorielle cinématographique. Je suis un historien du cinéma et je représente aussi la Fédération panafricaine des cinéastes, la FEPASI, qui est la plus grande organisation continentale du cinéma et qui a décidé depuis maintenant une décennie de prendre à bras le corps cette question de la mémoire cinématographique de notre continent, d'articuler et de renforcer sa présence dans le concert mondial donc, de la mémoire cinématographique. Donc, nous avons engagé depuis une décennie maintenant presque un tournant archivistique dont l'un des volets les plus importants est bien entendu l'African Film Heritage Project,
qui aura du reste, je le disais tout à l'heure, 10 ans, et qui nous rassemble aujourd'hui. On rappelle, l'African Film Heritage Project est un partenariat entre la Fédération panafricaine des cinéastes, la Film Foundation, que vous connaissez tous, j'imagine, à travers son World Cinema Project. J'en profite pour remercier nos collègues avec qui on travaille. Ils sont absolument fantastiques, Margaret, Jennifer et Kristen. Et nos autres partenaires sont l'UNESCO, bien entendu. Une pensée pour mon frère et collègue Taboué Ngoma qui est maintenant à Dakar. Et bien sûr, donc la Cinémathèque dont j'ai déjà parlé, autour de la restauration et de la préservation des films africains. Nous avons à ce jour 17 restaurations. Et donc le film de Sana et le film de Flora sont nos deux dernières. Et voilà. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on essaie de faire? À travers chaque film que nous restaurons avec nos partenaires, nous cherchons à nous réapproprier la grande histoire du cinéma africain et de notre continent pour mieux la connaître. Mieux la connaître dans toute sa complexité, sa richesse, sa diversité, ses différences et ses spécificités. Au-delà, nous essayons aussi de renforcer le secteur, donc la mémoire cinématographique, en contribuant à mettre en place des institutions censées nous permettre de préserver chez nous aussi, ou chez nous-mêmes, notre mémoire cinématographique, ce qui, hélas, ne va pas de soi. Ok. Alors, pour cette année, nous avons souhaité mettre en lumière le cinéma de la Guinée-Bissau autour de 2 anniversaires importants pour nous. C'est d'abord l'anniversaire du centenaire du père fondateur de la Guinée-Bissau, en l'occurrence Amilcar Cabral. Et aussi, ça coïncidait avec 2 anniversaires d'accession à l'indépendance et de la Guinée, en 1974, et du Cap-Vert, 75. Et donc, nous voulions contribuer aussi à la mémoire de ce grand moment. Et dans ce contexte, donc, nous avons restauré Au Regresso d'Amilcar Cabral, de Sana Nanhada, ici présent, et de ses collègues. Et aussi, l'un des premiers longs métrages de fiction du pays, de Guinée-Bissau, à savoir Mortunega de Flora Gomes, qui regrette, bien entendu, de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Nous avons déjà fait la première, la restauration de ces restaurations au Burkina Faso, il y a 4 mois, au FESPACO, presque jour pour jour, hein, en fait. Et puis, voilà, le cinéma est Trotrobato est notre deuxième étape. Avant de finir donc cette partie introductive, j'aimerais quand même remercier aussi des collègues et des institutions qui sont en passe de devenir vraiment des collaborateurs à long terme pour nous. Je pense notamment à Stéphanie, where are you? Où es-tu? Je ne te vois pas. Voilà, la voici. Marcus Roof et ses collègues à Arsenal, qui ont, notamment dans le contexte du cinéma capverdien, fait déjà un travail très important. Ils ont intervenu déjà il y a au moins une décennie, hein, pour empêcher donc le naufrage de la mémoire cinématographique de ce pays. Donc je tiens à les saluer pour ce travail de dévancier. Je pense aussi à Philippa César, qui j'ai rencontré à Berlin, et donc c'est elle qui m'a dit, écoute, si vous voulez restaurer Au Regresso, ben, il faut peut-être aller voir du côté de chez les Suédois. Alors, donc des archives suédoises. Donc je voulais la remercier aussi pour ça, et bien on peut bien entendu pour son travail qu'elle fait avec Sana et les collègues de Guinée-Bissau depuis aussi à peu près 15 ans, je pense. Alors, donc, le deuxième, la dernière institution que j'aimerais remercier, c'est bien sûr la Svenska Film Institutet, excusez-moi pour la prononciation, et John Wengström, qui est quelque part ici, salut, et qui a été vraiment absolument formidable dès qu'on l'a approché pour ce projet de restauration. Et ça a été très rapide, vraiment d'une efficacité absolument mémorable pour nous, parce que ça n'a pas toujours été le cas, n'est-ce pas?
on a eu quand même à avoir des obstacles vraiment inutiles dans certains cas, surtout à nos débuts. Bon, je ne vais pas en parler en public, mais bon, sachez que la route n'a pas toujours été droite. Voilà. Donc, sur ce, donc merci John, merci à la Cinémathèque de Suède vraiment de nous avoir assistés. Le long terme, c'est que ce n'est que le début, parce que évidemment, la Suède a joué un très grand rôle dans la naissance du cinéma de Guinée-Bissau, et donc il y a autre chose qu'au regresso en Suède, n'est-ce pas? Donc on espère que tu nous ouvriras les bras grandement lorsque nous reviendrons. Et nous aiderait donc à retrouver un peu les films qui se trouvent là-bas. Voilà. Alors, maintenant, je reviens à Sana et à son collègue, parce qu'on a montré leurs 2 films, Sana Nanhada et Flora Gomez, qui sont vraiment des grandes figures du cinéma africain. Ils sont les vétérans de la lutte de libération nationale de leur pays et de la libération cinématographique de l'Afrique, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Ils représentent des mémoires vivantes et des témoins du passé et du présent, des désirs et des aspirations pour le cinéma dans leur propre pays, dans aussi les pays historiquement colonisés par le Portugal, qui, rappelons-nous, était l'un des derniers pays colonisateurs en Afrique à quitter l'Afrique. Ça n'a pas été évidemment de bon cœur, puisqu'il a fallu recourir aux armes, à la lutte armée pendant au moins, selon 11 ans, 12 ans, 15 ans, selon le pays. Donc, malgré ça, ils ont réussi quand même à nous montrer, comme vous l'avez vu hier, vraiment de bijoux cinématographiques, à mon avis, qui sont aussi des chansons, les premières chansons pour leur pays libéré. Alors, j'appelle ces films, je vais me taire très vite et maintenant, il va parler jusqu'à la fin, mais ces premiers films, à mon avis, sont comme, j'appelle ça des freedom films, je ne sais pas comment on appelle ça. Freedom Film, c'est-à-dire des films dont l'essence est de transmettre les sentiments, les aspirations, les désirs de liberté. On pourrait même les appeler des ciné-freedom pills, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, des comprimés cinématographiques de liberté. Et donc, qu'on pourrait prendre tous les matins pour faire face aux réalités, aux tristes réalités de notre monde contemporain, comme vous voyez, où la liberté ne règne pas forcément partout. Alors, donc pendant les 45 minutes à venir, nous allons essayer d'aborder avec Sana, qui est là. On avait souhaité que Flora aussi soit là, mais il n'a pas pu le faire. Diverses questions, notamment sur l'histoire du cinéma en Guinée-Bissau, à travers son parcours cinématographique et celui de ses collègues, les 2 films restaurés que vous avez eu l'occasion de voir. J'aimerais qu'on parle aussi un peu de la problématique de l'internationalisme cinématographique dont vous fûtes les participants et les acteurs, et qui se voient dans vos 2 films, n'est-ce pas? Et aussi un peu du dernier projet sur lequel vous travaillez ensemble, notamment le grand film épique sur Amilcar Cabral. Donc, vers la fin, on aura l'occasion de montrer un extrait de ce film, et donc, Sana pourra nous en parler. Alors, commençons donc par ce qu'on appelle un establishing shot. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est le mot en anglais, c'est que ça qui me vient en tête, un establishing shot. En essayant de paraphraser la phrase d'ouverture du MPC, je ne sais pas si certains se souviennent de ce que c'est que le MPC. Le MPC, c'est le manifeste du Parti communiste de Marx, bien sûr, et d'Engels, où ils disent « Un spectre
entre, ah bon, c'est moi qui paraphrase maintenant, c'est pas eux qui disent, un spectre entre la Guinée-Bissau et son cinéma, c'est le spectre d'Amilcar Cabral. Alors, pourrais-tu, surtout pour les jeunes audiences ici présentes qui n'étaient pas là, la plupart d'entre nous n'étions pas du tout là, du reste, nous dire très rapidement qui était ce monsieur, qui était Amilcar Cabral, que représente-t-il pour toi, pour ton pays et à ton avis pour l'Afrique et le monde, et bien sûr pour votre cinéma, n'est-ce pas, puisque vous travaillez jusqu'à présent sur lui plus de 50 ans après sa mort. Pourquoi 50 ans après sa mort avons-nous encore besoin de lui? Bonjour, je remercie l'invitation qui m'a été faite. Je remercie la FEPACI à travers toi. Je remercie l'Arsenal pour abriter nos archives. Je remercie aussi à Philippe César d'avoir intervenu pour sauver ce qui reste de nos archives, c'est-à-dire quelques 40% de nos archives. Donc, parler d'Amilcar Cabral, ça veut dire parler du parti qu'il a créé pour faire la lutte contre la domination coloniale portugaise en Afrique, en Guinée-Bissau en particulier. Moi, en 1963, je n'avais pas l'âge de militer, je n'ai jamais milité. Ma maman a voulu nous cacher dans une nuit de août 1963. Le camp portugais de mon village a été attaqué par les guerrilleros. Et toute la population a fui. Il y a des maisons et des familles en détresse. Et maman nous a menés, à moi et à mes 5 frères, nous cacher quelque part dans la brousse. On s'est retrouvés chez les guerrilleros. C'est tout ce que je sais. Donc je n'ai pas parti là pour militer. J'allais à l'école des franciscains italiens, c'était Padre Antonio Grillo. Il est de Cerenza, ici en Italie. Donc j'allais à l'école. C'est comme ça. Je me suis retrouvé d'un jour à l'autre dans le maquis. Le papa disait que c'était une affaire d'une semaine, mais ça a duré 11 années. Donc c'est ça. Donc celui qui organise ça, je l'ai connu pour la première fois, je l'ai vu en avril-mai 66, alors que j'avais déjà séjourné au maquis pendant 3 années, 4 années. C'est la première fois que je le vois en 66, au centre nord, dans une base de guerrilleros. Il est venu avec des étrangers visiter son maquis. Moi, en ce moment-là, j'étais dans un hôpital de campagne dirigé par Simon Mendes, un Guinéen, un infirmier guinéen. Amilcar Cabral est venu accompagné de 3 médecins cubains qui ont des noms de guerre. L'un s'appelait Reyes, Lobaina Reyes, l'autre s'appelait Demetrio, ou l'autre s'appelait Ortega. Ils étaient des noms espagnols, latino-américains, mais ce n'est pas leur vrai nom. Je les connaîtrai après à Cuba, je les rencontrerai à Cuba après avec d'autres noms. Bon, pour moi, c'était le docteur Reyes, clinicien, Ortega, orthopédiste, et Demetrio, chirurgien général. C'est avec qui j'ai travaillé. À ce moment, il m'avait appris à faire les piqûres, à arrêter les hémorragies, à mobiliser les fractures. Bon, avec un peu de théorie sur l'anatomie que je ne connaissais pas. Et puis, à un moment donné, on m'a appris à appliquer des gouttes d'éther. L'éther, c'est quelque chose de plus léger que l'alcool. J'ai compté les secondes. J'étais porteur d'un flacon. Je devais faire les gouttes dans les narines des blessés. Et puis, ils s'endormaient pour qu'on puisse les opérer. Pour moi, c'était une merveille, sauf au moment de se réveiller
Alors, j'ai compris beaucoup plus tard qu'il fallait lui donner quelque chose pour supporter la douleur. Quand je le voyais être attaché dans les articulations comme ça, légèrement, je ne comprenais pas. Et puis, bon, c'est comme ça. Donc, c'est la première fois que je vois Amilcar Cabral, en 1966, quelque part entre avril et mai, avec un journaliste français, un Français, maintenant je crois qu'il est géopoliticien, il s'appelle j'ai oublié son nom. Oui, il est trop souvent, très souvent dans la presse, dans le journal. Gérald Chalian, je crois. Ah, Gérald Chalian, oui. Gérald Chalian. Oui, c'est celui-là que j'ai vu la première fois. Avant, j'ai vu le cinéaste français qui s'appelait Mario Marais, avec un Espagnol qui s'appelle Isidro Romero. Ils étaient passés dans le maquis, dans le même local. Ils nous ont filmés à l'hôpital. Et il y avait aussi des Italiens, Piero Nelli, avec un opérateur de télévision. Ils ont fait un film qui s'appelle La Vanta Nero. Je crois qu'il a gagné un prix au Festival de Venise, 1966. Mario Marais a été une année auparavant au sud et au nord. Ils se sont croisés alors que Mario Marais sortait pour la frontière du Sénégal. Pierre Ronel est entré avec son équipe, ils se sont croisés. C'est visible dans leurs films respectifs. Donc, c'est comme ça que j'étais à l'hôpital, on m'a sorti pour aller apprendre la médecine. Quand j'arrive à Conakry, c'est encore Amilcar Cabral que je vois la deuxième fois, et qui m'annonce que je n'allais pas étudier la médecine. Donc, j'étais convaincu que je serais un jour un grand docteur. Donc, il m'a dit que le groupe dont je devais faire partie est parti déjà une semaine. Donc, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas compris, que j'allais faire le cinéma. Donc, je ne comprenais pas. Je n'avais jamais vu un film avant. Il a beau expliquer, bon, je lui dis que je n'avais pas. Bon, il a rigolé. Mais j'ai dû partir pour Cuba. C'est le Cuba que j'ai découvert mes premiers films. Donc, Amilcar, c'est quelqu'un qui a appris par l'organisation de son parti, et par ce qu'il a fait, par l'inspiration qu'il m'a donnée après, parce qu'après je l'ai vu à Cuba avant de revenir, je l'ai vu à Conakry, au Maquis et tout. Et il a fini par nous donner une instruction très précise en 1972, c'est-à-dire 28 jours avant qu'il soit assassiné. Il nous a dit d'aller filmer dans les zones libérées, de quoi montrer au monde que ce qui existe. Il nous a dit d'aller filmer dans le chef, à retenir dans 3 fronts différents, un mois, et de revenir à Conakry avec des matériels, les images sur les élections, l'éducation, la santé, la justice, tout ce qui se passe dans ce qu'on appelait alors les zones libérées. Nous sommes partis en janvier 1973. Quand on a commencé à faire ce que nous avait demandé, il est assassiné à Conakry alors que nous sommes en plein maquis. Nous avons dû croiser le pays en 15 jours à pied pour essayer d'arriver à temps pour assister aux funérailles et au symposium qui s'en suivrait. Bon, c'est ça que j'ai dit. Donc grâce à Amilcar Cabral, j'ai pu voir, j'ai découvert, j'ai pu faire un peu de lycée à Cuba, apprendre le cinéma et à savoir à quoi ça sert. Donc ma relation avec lui, quelqu'un m'a déjà posé la question. Je me rappelle l'avoir rencontré comme ça, parlé quelques 8 à 10 fois. Je me rappelle, comme ça vaguement, mais ça n'a pas d'importance. C'est ce que je retiens de lui. Et pourquoi faire ce film maintenant? Nous, on a le mouvement de libération portait de grands mots comme liberté, indépendance immédiate, c'est total. Amilcar Cabral voulait faire son travail en 2 programmes. Le programme mineur qui s'appelait Libération immédiate et complète, c'est le programme mineur. Le programme majeur, c'était la reconstruction nationale. Et pour moi, reconstruction pour le cinéma, c'est construire quelque chose de nouveau.
C'est pourquoi j'étais fâché de partir, apprendre quelque chose que je ne connaissais pas. Maintenant, je pourrais connaître un peu, mais je trouve, ça me donne la possibilité de mettre dans un peu la retraite pour voir comment fonctionne le monde. J'ai commencé à filmer quand le monde était divisé en deux. Donc on était d'un côté ou de l'autre, bon et mauvais, selon le point de vue respectif. Mais là, nous n'avions pas vraiment notre place. On n'en a pas encore. Moi, je ne sens pas que j'appartiens vraiment je suis vraiment à ma place. Je lutte pour m'incruster dans ce que je vois devant moi. Quelle est ta compréhension de cette place? C'est quoi ta place exactement? Quand je vois, je sais qu'avec des films, je ne peux rien faire. Je ne peux rien résoudre. Je résous encore un problème avec mes films. Mais au moins, j'ai la possibilité de marquer, en bien ou en mauvais. Je ne suis jamais sûr que j'ai définitivement raison. Mais j'essaie de faire quelque chose comme encourager l'éducation. Sans l'éducation, le reste ne vient pas, dans mon avis. Donc je voulais savoir, avec le film qu'on fait maintenant, quelles sont les traces, les idées de Cabral selon ce que je crois comprendre. Est-ce que c'est encore là, dans la tête des gens? Quand je dis des gens, je m'intéresse surtout aux jeunes, à mes enfants, à mes petits-enfants. Qu'est-ce qui reste d'Amilcar Cabral? Moi, je le félicite de faire une amorce de l'unité africaine en pensant à l'unité de Guinée-Bissau et de Cap-Vert. Mais ce n'était pas un décret. Selon lui, ce que j'ai pu comprendre, il fallait que les deux pays prennent leur indépendance avec la lutte de leur propre peuple, pas avec les aides étrangères en armes, comme la Suède, en argent et tout. On était amis de la Suède, Olaf Palme. Et le pays socialiste, les pays africains, les Nkrumah, les Sékou Touré, les Senghor. Mais il ne fallait pas qu'on nous donne les hommes pour mourir à notre place. Il disait, il nous apporte des armes, mais il n'a pas de courage à nous apporter dans la caisse. Il faut que les Guinéens se sacrifient pour leur pays. Mais alors, il a amorcé l'unité de la Guinée et Cap-Vert. Pour moi, c'est une amorce de l'unité africaine. Donc on a lutté, les Cap-Verdiens sont luttés en Guinée-Bissau. Avec nous, les Guinéens, nous avons lutté pour les deux pays. Seulement en Guinée-Bissau, le Cap-Vert n'a pas eu la guérilla. Bon. Donc il a donné sa fille pour ça. Alors, juste un dernier mot, un autre mot, on va reparler de Cabral, bien sûr, tout au cours de mais juste un dernier mot, parce que Cabral était aussi un théoricien. Tu as déjà donné un peu sa théorie de l'unité, si tu veux, un peu tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a autre chose, n'est-ce pas? Il était aussi un théoricien de la culture, n'est-ce pas? Du rôle de la culture dans la lutte, et de la lutte dans la culture, ou pour la culture, disons comme ça. Et je me demandais si, enfin d'abord, quels autres aspects de la théorie de Cabral te sont restés, t'ont un peu inspiré, ou toi et tes collègues, ou toi personnellement. Et notamment sur cette question de la culture, puisque le cinéma participe de la culture, et la pratique cinématographique en participe. Est-ce que ça t'a aidé à poser certains problèmes cinématographiquement, etc., etc.? Donc, Cabral disait qu'il est important de nous inspirer sur notre tradition, notre culture, pour résoudre nos problèmes quotidiens. Mais pas tous les aspects de notre culture sont positifs. Il y a des aspects qu'il ne faut pas réprimer, mais remettre en deuxième plan. Et puis, à chaque fois, à chaque étape, il faut pouvoir nous inspirer de ce que notre tradition, notre culture, pour résoudre notre problème concret. Par exemple, il disait dans un séminaire en 1969 qu'alors que l'homme était sur la Lune, il y avait des Guinéens, des non-Guinéens à nous et d'autres Guinéens de Sékou Touré. Il y avait des gens qui croyaient qu'ils pouvaient confier leur sort, l'activité, les problèmes, la résolution de leurs problèmes quotidiens à des vidanges évidentes. Les traditionnistes, c'est quelque chose comme quelqu'un qui a la capacité de lire l'avenir. Un voyant. Le voyant. Ok. Ok.
Donc il y avait des gens qui complotaient, qui pensaient, bon, je peux intégrer des petites choses à l'est, à l'ouest, dans 4 coins du pays pour calmer le problème à faveur. C'était ridicule. Mais ce phénomène était crucial chez nous. Et les Portugais, pour faire la pacification de la Guinée portugaise, dans les ans 1914-1915, il y avait un Portugais qui s'appelle Teixeira Pinto. Et il était secondé par un mercenaire qui venait de l'autre côté de la frontière, qui s'appelait Abdul Ndiaye. Ils ont vraiment fait des choses pas très catholiques, comme on dit, excusez-moi, en Guinée-Bissau. C'était rude, ça a marqué tous les Guinéens, même nous qui n'étions pas nés à l'époque. Mon grand-père m'en parlait tout le temps. Donc, les Guinéens ont toujours résisté contre l'occupation, mais Teixeira Pinto a utilisé des méthodes vraiment drastiques pour pacifier mon pays qui mesure quelque chose comme 36 125 km². Dans cet espace-là, il arrive des choses vraiment très dures. Et puis la pacification est finie au début de la Première Guerre mondiale. Mais la résistance est finie vraiment en Guinée-Bissau. L'occupation effective de l'armée portugaise est terminée en 1936. L'insurrection a repris avec Cabral 20 et quelques années après, donc avec nous. Dans tout le temps que les 528 années de la présence portugaise en Guinée comme occupant ou comme colonisatrice. En Guinée, il y a eu seulement une interruption de 20 et quelques années. Alors la résistance n'a jamais arrêté. Mais pour commencer, cette fois, quand la mémoire de Teixeira Pinto, la pacification était vraiment ancrée encore dans la tête des gens, voir les activistes de Cabral mobiliser les gens de l'âge de mon papa, de nos aînés, ce n'était pas évident. Mais les gens cherchaient des amulettes chez les videntes, les voyants, les voyants, pour s'immuniser contre la balle de Portugais. Ça, c'était réel. Donc, les gens, avant d'aller au combat, on voyait les gens se mettre des choses vraiment, des amulettes, des onctions qui avaient la capacité de dévier les balles. Doit obstruer la ponctualité de Portugais. Psychologiquement, c'était important pour faire face aux soldats portugais, dont le pouvoir n'avait rien à voir. Il avait la marine, l'aviation, le bateau et tout, l'infanterie. Et ce n'était pas vraiment une blague. Mais les guerriers se mettaient ça en tête. Avec ça, on peut aller au combat. Moi, je voyais le résultat quand j'étais à l'hôpital. Des gens comme ça, qui se mettaient encore plus gros pour aller au combat, mais que nous revenaient, des gens qui pouvaient être mon père, qui devaient me confier sa jambe pour la soigner. Des gens qui pleurent, alors que j'étais éduqué pour me dire que je suis un homme qui ne doit pas le pleurer. Que les gens qui peuvent être mon père, qui revient avec une balle, avec une jambe cassée, qui pleurait parce que je dois le soigner. C'est vraiment déchirant pour moi, mes 14-15 ans. Bon, je me rappelle un cas particulier de quelqu'un que j'ai trouvé à l'hôpital avec une gangrène. Il fallait le convaincre que si on ne coupait pas sa jambe, il allait mourir. Là, il perdait la jambe, il la perdait. Et il se tordait de douleur. Il n'y avait rien à l'hôpital pour soigner ça. Il a fallu lui dire que s'il n'arrête pas, quand ça arrivera là-haut, c'est fini. Il a pu consentir ça. Mais moi, j'ai subi l'effet de ça. Je crois que ça peut s'appeler aussi la couture, je ne sais pas. Le médecin dira ce que c'est, moi je ne sais pas. Moi, après avoir été amputé, la blessure est soignée et tout, il me criait encore pour que je lui rende son gros orteil qui lui faisait encore mal.
Alors ça, je n'arrive pas à m'expliquer ça. Il faudrait que... je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que c'est une culture, ça? C'est une douleur physique? C'est psychiatrie ou non? Je ne sais pas. Mais Cabral disait que le fait que les Guinéens prennent les armes pour lutter, c'est un acte de culture. Il a écrit ça quand on lui a demandé d'aller à Paris pour l'UNICEF, pour une conférence. Comme il était interdit de séjour en France, il a envoyé un document que nous allons utiliser maintenant dans notre film. Il en parlait longuement, c'est vraiment long. Donc, il a fallu se convaincre qu'on peut prendre une arme pour aller lutter. Il fallait convaincre, ça tue. Tu vas tuer, vraiment, tu vas tuer, mais tu risques d'être tué aussi. D'autant plus que l'autre, il a des avions et tu n'en as pas. Bon, je crois que c'est une application concrète de ce qu'est la culture, inspirée de ce qu'on a, que ce soit faux ou vrai. Les balles ne vont pas se dévier si vous ne fouillez pas. Mais vous mettez dans la tête que vous pouvez faire ça. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on passe rapidement au film. Je vois que le temps court. Notamment au Regreso d'Amilcar Cabral, qui est vraiment une histoire de solidarité déjà panafricaine dans le contexte de libération de l'Afrique. On se souvient que quand les pays africains ont eu l'indépendance, il y a au moins un principe qu'ils ont établi, je pense, depuis Nkrumah, et qui est resté. C'était qu'il fallait que la libération d'un ou de deux pays africains n'était pas suffisante et qu'il fallait vraiment contribuer à libérer territorialement, en tout cas, tout le continent, n'est-ce pas? Et ça a été un peu, disons, le background pour le fait que le PAIGC se retrouve notamment en Guinée, ou que le MPLA un peu soit voilà, dans ce qu'on appelait les pays de la ligne de front à l'époque, n'est-ce pas, l'ANC, etc., etc. Alors donc, il y a cet héritage donc, de la lutte panafricaniste qui est là. Il y a bien sûr, on a commencé à aborder cette question de la lutte de l'internationalisme à l'intérieur. Alors, si tu pourrais nous expliquer un peu et peut-être aborder très rapidement ta formation cinématographique. Pourquoi donc tu as fait le retour de Cabral? Deuxièmement, si tu peux toucher un peu la question des différents éléments du film, donc le tournage, le montage, la musique, et un peu les images photographiques et cinématographiques que tu déploies dans ce film. Et aussi, quelque part, je ne sais pas, mais en tout cas, à mon avis, il y a une sorte d'ombre aussi, une autre ombre qui se cache derrière ce film, un peu, c'est l'ombre de Santiago Alvarez. Donc, si tu veux un peu nous dire, voilà, pourquoi, comment, et quelle a été ton approche? Merci. D'abord, à Cuba, je me suis retrouvé avec une caméra 35 mm à réflexe dans un trottoir de l'Institut de Cuba, l'Institut des Arts et de l'Industrie cinématographique cubain. Ça s'appelle ICAIC. Avec un opérateur de caméra qui nous expliquait à quoi ça sert, et de monter les éléments, les objectifs, le chargeur, la batterie, le pied énorme. Et puis pour nous expliquer ça, j'étais un peu curieux de savoir, dans la petite chambre qui est dedans, ce qu'on appelait la chambre noire, j'étais intrigué avec ça. Pour moi, c'était une magie. Moi, j'ai connu que, dans la vie, dans le monde, je n'ai connu que mon village et le maquis. Le maquis, il y a des villages à côté, mais ils ont fui le bombardement. Nous nous sommes retrouvés tous dans ce qu'on appelait la zone de lutte. Après, on appelait ça la zone libérée. Les Guinéens ont quelques 32 langues différentes, 32 cultures différentes, et nous nous sommes retrouvés à peu près sans nous comprendre. Moi, je parle balang, l'autre parle mandiak, l'autre parle mandeng, l'autre parle peul. On cherche comment nous comprendre. C'est ce qui a fait un acte de culture, l'invention du créole comme langue nationale, qui est devenue une langue nationale aujourd'hui. C'est dans cette circonstance qu'on a dû développer une langue
qui nous sert à tous. Le créole, donc, est le mélange de portugais et nos différentes langues. Donc, je me suis retrouvé à Cuba à apprendre la photographie, la composition des émulsions, les salles de prata, l'argent et tout ça. On m'a appris à faire des photos dans la pratique. Après, à chaque étape que j'apprends quelque chose, un concept, on me dit comment ça s'appelle dans une école normale de cinéma. Quelle est la magie qui se produit entre la lumière qui incide sur l'émotion, qu'est-ce qui en résulte, comment faire pour le voir, l'image, et comment la développer, la laver, et la fixer, l'imprimer. On prend beaucoup de temps. Chaque vendredi, on entrait dans la salle de révélation, on remplissait avec la pellicule 35 mm, on prenait les rouleaux vides d'autres photographies faites avant, on enroulait comme ça beaucoup plus que 35 poses. On allait jusqu'à 70 poses. On faisait le week-end, on faisait à la vanne beaucoup de photos. Le lundi, on a développé tout ça. Et puis on a fixé tout, on a discuté. Lundi et mardi, c'était la discussion. C'est comme ça que nous avons appris le processus de faire les photos, de développer, et sur le processus de fabrication de films en pellicule, les images avec les caméras à réflexe, avec le son, avec les magnéto allemands, ça s'appelait UR, UHER, avec la pellicule américaine, alors que jusqu'aujourd'hui, le Cuba est sur embargo américain. La pellicule cubaine que le Cuba a utilisée, que Santiago Álvarez a utilisée pour faire les nouvelles de Fidel Castro, venait d'Amérique. Donc, on voyait les films de cowboys américains, on les voit encore à Cuba. Et les films japonais, américains, les français, tout ça, c'était visible à Cuba, c'était importé à Cuba, le film des socialistes. Et nous étions aidés par la Suède, de Olof Palme. Donc j'ai appris à faire à raconter une histoire en 3 photos à Cuba. Je me rappelle, ma première réalisation, c'était un homme qui nettoyait la rue, il enlevait les feuilles mortes. J'ai fait 3 photos de lui avec la rue pleine de feuilles mortes. J'ai fait une autre photo avec là où il a déjà nettoyé. Et puis j'ai fait la partie qu'il est en train de nettoyer. Et puis j'ai fait une photo quelques secondes après qu'il a nettoyé. Les feuilles commençaient à tomber encore. On m'a dit que j'étais pessimiste. Donc, moi je me dis que je crois que l'homme il a besoin de ça pour vivre. Donc, on a raconté ça, on nous a dit que nous sommes responsables de nos images. C'est Santiago Álvarez qui parlait, c'est un documentaliste cubain. Nous sommes responsables de nos images, que l'intention qui nous guidait à le faire devait être comprise, parce que nous sommes l'œil de celui qui va voir les images. On est responsable de nos images, mais nos images peuvent être retenues contre nous. Je suis parti du Cuba avec ça, avec une caméra photographique Zénith et soviétique. Et puis quand je suis arrivé à Conakry, je me suis retrouvé avec des postes radio japonais payés par le gouvernement de Olof Palme, que nous les guerrilleros, c'est les guerrilleros, moi je ne suis pas guerriero. Donc nous écoutions la BBC qui parlait de temps en temps de la guerre en Guinée-Bissau. C'était quelque chose à huis clos entre nous et les Portugais. En Afrique, il y avait la Guinée-Conakry qui parlait de la guerre, de notre guerre à nous. Bon, on n'en parlait pas. En Occident, il y avait Olof Palme. Le monde était le socialiste et l'impérialiste. On était des deux côtés, mais Cabral était assez malin pour avoir un allié de l'autre côté. Olof Palme avec son parlement. Bon, c'est ça.
Donc, quand la guerre, nous avons commencé à filmer de retour à Conakry le 12 septembre 1972. C'est Amilcar Cabral que nous filmons dans l'inauguration d'une exposition qui commémorait les 9 ans de la lutte en Guinée-Bissau. Ce jour-là, nous avons filmé Cabral pour la première et dernière fois. Mais ça, on ne le savait pas. Donc, c'est la première fois que je le filme le 12 septembre 1972. On peut considérer ça comme la naissance de notre cinéma. Bon, maintenant, quand la guerre est finie, nous filmions entre 72 et 76. Nous ne voyions jamais nos images. Elles étaient développées quelque part dans les pays amis, mais nous n'avons jamais vu ça avant 2 années après l'indépendance, 76. Donc je suis envoyé à Stockholm pour voir quel est le résultat. On n'était pas sûr de l'état de conservation de la pellicule envoyée au laboratoire. C'est le gouvernement suédois qui paye. Quand j'arrive à Stockholm, je suis émerveillé de découvrir des choses avec tous les défauts, parce qu'on n'a pas pu voir. Donc j'étais très content, je raconte à mon ministre qu'il y a des choses, c'est possible de faire 3 différents films. Il m'a dit de choisir. Moi, j'ai décidé de monter un film sur la mémoire d'Amilcar Cabral. Que par là, on peut dire que tous les martyrs qui ont payé de leur vie. Donc, mais je suis allé à Stockholm pour 30 jours. J'ai dû me forcer de faire un film et de revenir avec. Je suis reparti de Stockholm 47 jours après. Entre-temps, je suis allé voir Olaf Palme pour lui dire j'ai besoin de quelqu'un qui ne soit pas guinéen, parce que nous, les Africains, nous les Guinéens, nous avons tendance de pleurer les morts, même si on sait qu'ils ne partent pas. Selon nous, les morts sont là, ils jugent nos actes, mais ils ne partent pas. Mais je ne voulais pas pleurer Cabral, je voulais que quelqu'un nous en parle, différent. Je suis allé le voir, il a parlé plus d'1 heure, à moi avec Lennart Malmer, qui tournait, moi j'ai enregistré. Malheureusement, je n'ai pas pu utiliser ça dans mon film, puisqu'il il tenait à parler dans sa langue, en suédois. Donc ce matériel doit être quelque part, il faut le chercher. Donc je suis revenu avec un film. Je suis très fier d'avoir une bobine de film, qui est le premier film que le collectif fait. Les gens, de 4 jeunes qu'il a envoyés à Cuba, c'est notre premier film. Ça se passe en 76, septembre 76, comme ça. Donc c'est comme ça qu'on a... Ce n'était pas quelque chose de calculé pour faire vraiment un film sur les martyrs. Mais c'était ce qui était possible de faire, d'après ce que j'avais. Le seul mérite que je me reconnais, c'est d'avoir pensé à ça, d'avoir conçu et de le monter chez Lennart Malmer avec sa copine Ingela Romare. Ils ont mis d'autres mots viola. C'est l'heure de mots viola à ma disposition pour que je puisse monter ce film. Alors, justement, on peut dire, c'est une bonne transition, parce que je voulais dire qu'on peut dire au moins que tu as fait un film formellement africain, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, nous avons le culte des ancêtres en Afrique, on ne les laisse pas partir. Nous restons en communication avec eux, nous les invoquons, on le voit dans ton film et on le voit dans le film de Flora aussi. Et donc, c'est ce que tu fais au fond. Donc, Amilcar parle depuis sa tombe, n'est-ce pas, à ses citoyens, ses concitoyens, disons, qui aussi lui répondent par leurs gestes, leur visage vraiment, leur révolte et tout ça. Donc, c'est comme si, en tout cas, on pourrait dire que c'est une sorte d'application, si tu veux, de la culture africaine au principe cinématographique, n'est-ce pas, qui permet donc notamment le montage aux vivants de parler aux morts et aux morts de parler aux vivants, n'est-ce pas? Et donc, est-ce que tu voulais dire quelque chose là, sur cette... je ne sais pas si tu pensais à cela en ces termes, mais...
En Guinée-Bissau, nous avons toutes les religions du monde, sauf le shintoïsme. On n'est pas ça, mais on est là-bas, on est avant tout des animistes, même cachés. Le soir, ça ressort. On va se retrouver, c'est les voyants. On va consulter les voyants avant de partir en voyage. Avant d'entreprendre quelque chose de très sérieux, on va consulter les voyants. Ça n'a rien à voir avec notre croyance catholique, musulmane ou autre, protestante. Mais les Guinéens vont faire ça. Les Guinéens vont vers le voyant avant de voir le médecin. Ils pensent avoir le médecin. Donc, moi, je trouve, quand on a un mal vraiment grave, au lieu d'aller voir le médecin pour faire quelque chose avant, on perd le temps et on le paye souvent après. C'est le côté négatif dont parlait Cabral. Moi, je sais qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Après l'indépendance, les jeunes ont commencé à émigrer partout. Maintenant, je trouve des gens guinéens en Norvège, en Chine, partout dans le monde. Ils veulent émigrer. Je crois que c'est une sorte de curiosité plutôt que le désir d'améliorer sa vie. Parce que de toute façon, c'est un saut dans l'inconnu. Bon, j'ai beau parler, j'ai beau dire que, parce que j'ai la chance de visiter l'Europe un peu, comme je connais notre préparation intellectuelle, je sais que souvent, la plupart du temps, on ne va pas réussir. Mais on dépense beaucoup de millions de CFA pour émigrer, alors ça nous suffirait d'investir ces millions sur place pour améliorer sa condition. Mais elle ne veut pas savoir ça. Moi aussi, j'avais essayé. Donc, dans ce film-là qu'on fait maintenant, on demande aux gens ce qu'ils gardent de Cabral. Curieusement, ceux qui n'étaient pas là, qui ne connaissent pas la vie, parce que l'histoire de la lutte de libération de Guinée-Bissau ne s'enseigne pas à l'école. Ça a commencé jusqu'à présent. Les premières 6 années, 5 années, oui. Maintenant, c'est vous. Les autres, il y a une ouverture politique dont la plupart des partis croient qu'en enseignant l'histoire de la lutte de Cabral, on favorise les partis libérateurs. Alors, ils ont bloqué ça, mais n'ont rien mis à la place. Il n'y a pas d'histoire contemporaine. Donc, à l'école, ça ne figure pas. Donc, c'est comme ça que nos enfants grandissent, sans connaître leur passé. Maintenant, moi, je suis d'accord qu'on enseigne l'histoire de tout le monde, l'histoire guinéenne, parce que la Guinée-Bissau existe depuis 50 ans. Mais cette histoire-là n'est pas enseignée. Pas seulement l'histoire de Cabral. Il y a un blocage politique. Mais on ne met pas à la place la place de ce qu'on a supprimé, il n'y a rien. Bon, c'est un débat national. La conséquence est très grave. Mais les Guinéens sont partout, comme je dis, en Amérique, au Brésil, il y en a même en Nouvelle-Zélande. Ils sont partout, donc ils voyagent. Mais curieusement, ceux qui ne connaissent pas le colonialisme, ceux qui comment dire, ils disent, vu ce qu'il y a comme pays maintenant, il fallait mieux laisser les colons. Ouais, ça me coupe la gorge, mais c'est la réalité. C'est pour ça qu'on doit faire le film de Cabral, pour le diffuser. Nous avons fait, avec Philippe César, nous avons diffusé des images, des choses que nous avons filmées dans la lutte, dont on en a encore plein, en Allemagne et chez nous. Flora et moi, nous avons expliqué des situations de guerre, des situations d'école, de santé, et l'éducation pendant le conflit. Et nous avons, de ça, Philippe César a fait un film. La réaction des gens qui étaient là, qui se revoient, les gens de l'autre côté de la barrière, qui étaient avec les Portugais, qui ne connaissaient pas. Donc on fait un film, on va dans leur village, on en parle toute une nuit. Je me dis, on s'est retrouvé du côté de Boé, dont le PGC a expulsé le camp portugais. Dans leur départ, ils ont eu un accident
et avec leur artillerie et tout ça dans le fleuve. Ça a été terrible comme... personne n'a tiré un coup de feu, c'était un accident. Nous avons passé toute une nuit à faire comprendre ça. Ceux qui étaient là, les gens qui étaient comme soldats dans la colonne, et les autres, ok, j'ai compris. Et les autres qui étaient de l'autre côté, il y avait une sorte d'affrontement verbal. C'était intéressant. Très bien. On nous dit que le temps nous échappe. Est-ce qu'on pourrait jouer cet extrait? On pourrait? Voilà. Je n'aime qu'on parle tellement de Mortonega et tout ça, mais on va le faire dans les couloirs, j'imagine. Donc, on voudrait partager avec vous donc, le work in progress actuellement sur lequel il travaille, le documentaire sur Cabral. Donc, ils ont fait un montage d'à peu près 3-4 minutes. Donc, si vous pouvez nous passer ça, oui. Merci. Je dois quitter? OK. Thank you so much. Très rapidement, est-ce que tu pourrais nous dire où vous en êtes avec ce film? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et qu'est-ce que on peut faire, disons, pour vous faciliter le processus? Bon, c'est la première difficulté que nous avons eu depuis toujours, manque de financement. Il n'y a pas de structure pour produire des films dans mon pays. Il n'y a que, heureusement, Flora et moi qui sommes là encore. Les autres deux sont partis, Joséphine et Joseph Lam. Ce film est financé par un privé qui s'appelle Paulo Gomes. C'est un économiste, il n'est pas un cinéaste. Bon, à chaque fois, on monte le film chez lui, avec son ordinateur. Flora, Suleiman et moi, plusieurs jeunes. Ce projet existe depuis 15 années déjà. À chaque fois, il faut attendre que nous assez des sous pour avancer un peu. Nous sommes en montage image, je crois qu'on peut le finir dans 2 ou 3 mois, selon moi. Mais il nous faudra trouver un studio pour le mixage et la correction de chœur, étalonnage. Bon, nous sommes habitués à travailler à ça. Moi, entre-temps, je suis parti un peu faire 2 longs métrages et revenir dans l'ensemble. Parce qu'entre-temps, on se débrouille pour avoir d'autres projets, comme le Forgeron. Nous avons plusieurs fers au feu. On pense vraiment, ce film devait sortir l'année dernière. C'était notre façon de rendre hommage à Cabral. Mais nous avons pu sortir seulement des extraits comme celui-là pour le 12 septembre, la date de son naissance. C'est dans ces conditions que nous travaillons, mais c'est habituel chez nous. Jusqu'à aujourd'hui, le pays n'a pas de fonds pour la production de films. Il y a des jeunes qui viennent après nous, ils travaillent dans notre condition. Le financement, on va le chercher en Occident. Les films sont théoriquement nôtres, mais ils sont financés par l'Occident. C'est-à-dire France, Suède, Hollande, Portugal. Nous avons un partenariat avec les Portugais, nos anciens adversaires. On s'est découvert de bons côtés des deux pays. On préfère exploiter ça un peu plus. Formidable. Merci Sana pour ce fameux témoignage. Merci à vous d'être venus. La lutte continue.